et eurocentriste, tout européen. C'est pas vrai, ça n'a pas toujours été vrai. Si on prend par exemple Leibniz, et donc si ou d'autres, et maintenant par exemple, au contraire, si je prends Hegel, exemple d'orientalisme philosophique négatif, il dit, alors vous voyez, donc c'est assez violent, il dit le caractère du peuple chinois sous ses différents aspects, donc là je traduis de l'allemand, hein, ok, donc il n'est pas en chinois, je traduis, le caractère du peuple chinois sous ses différents aspects, parce qu'en fait le livre, il est tout en français, hein, j'ai mis les sources originales dans la langue, en allemand, en italien, en anglais, en chinois, ok, mais après je traduis, enfin, j'essaie de traduire en français pour que le texte soit tout en français, que ce soit plus agréable pour lire. Donc, le caractère du peuple chinois sous ses différents aspects et sont très distinctifs, et que tout ce qui appartient à l'esprit, c'est-à-dire à la pratique comme la théorie d'une moralité non conditionnée, le cœur, la religion intérieure, la science et l'art comme tel, tout cela lui est étranger. Hein, donc, c'est-à-dire que les Chinois, ils n'ont ni science, ni art, ni morale, rien de ce qui a à voir avec l'esprit. C'est difficile de faire plus négatif. Hein, dire tout ce qui est du domaine de l'esprit, ok, les Chinois n'y ont pas eu accès. Et donc bon voilà, donc là on a, si vous voulez, ces deux discours qui sont complètement opposés, et entre les deux il y a juste 50 ans d'écart. Hein, il n'y a pas un écart non plus, c'est pas un écart de plusieurs siècles, hein, il y a un écart de quelques décades entre ces deux-là. Alors ici vous voyez, vous avez déjà ces deux discours qui vont être ensuite irriguer toute la philosophie jusqu'à aujourd'hui. Et donc avec ce discours donc de type leibnizien, on va dire un discours sinophile, et un discours ensuite très négatif comme celui de Hegel. Et en fait ça c'est lié à une question très très concrète. Par exemple, enfin, je pense que vous savez tous que dans les universités en France, dans les départements de philosophie, il y a à ma connaissance, peut-être ça a changé, mais il y a à ma connaissance aucun cours sur la philosophie chinoise dans les départements de philosophie. Alors que un département de philosophie en Chine, à Taïwan, au Japon, il y a vous avez le département de philosophie chinoise, philosophie européenne, philosophie américaine, analytique, mais dans les départements de philosophie en France, il y a, à ma connaissance, pas de cours qui sont sur la philosophie chinoise. Alors vous pouvez aller à l'INALCO, ou alors vous allez dans le département de chinois. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez apprendre, peut-être vous allez dans le département de chinois, mais généralement dans le département de chinois en Europe, vous allez étudier la littérature, ou la religion, ou la société, assez peu finalement sur les problèmes plus philosophiques. Hein. Donc en Europe, il y a eu quand même jusqu'à aujourd'hui cette idée que finalement il n'y a pas de philosophie en Chine. Je veux dire, institutionnellement, c'est l'idée que ça dit quand même. Hein. Puisque si vous voyez sinon les auteurs au bac, c'est de Platon à Foucault, il n'y a pas de philosophes chinois, par exemple, pas de philosophes indiens. Donc il y a quand même cette idée du point de vue institutionnel. Alors là, c'est en Angleterre, aux États-Unis, c'est un peu différent, hein, mais en France, il y a quand même ce rapport à la philosophie chinoise qui est une forme de sagesse, une forme de savoir, mais qui ne mérite pas le nom de philosophie. Et donc, comme le mentionnait Hector, jusqu'à un philosophe contemporain français qui s'appelle Gilles Deleuze, qui est un philosophe qui est très important du point de vue de la philosophie française contemporaine, un des plus importants avec Derrida. Okay, donc Foucault, Deleuze, Derrida, les trois grands philosophes français. Et donc Deleuze, donc qu'est-ce que la philosophie chinoise qu'est-ce que la philosophie, désolé, par rapport à la philosophie chinoise, il dit la Chine est restée au stade du pré-philosophique. C'est même pas, il n'y a pas de philosophie, c'est pré-philosophique. Donc là, ça paraît surprenant, parce que ça paraît très surprenant, surtout parce que en ce moment, je lis pas mal des textes que j'utilise pas pour ce livre, mais je lis beaucoup récemment de textes de philosophie du XVIIIe siècle et XVIIe siècle sur la Chine. Donc, parce qu'il faut savoir qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y a des centaines de livres qui sont écrits sur la Chine. Des centaines. Je veux dire, c'est impressionnant. Et la plupart sont en français. Donc là, il y a des raisons politiques, religieuses à ça. On va expliquer pourquoi cet intérêt spécifique. Mais donc, il y a par exemple, il y a un livre d'un philosophe épicurien du XVIIe siècle, Lamotte Vaillé, qui va faire tout un chapitre sur la philosophie de Confucius. Ensuite, il y a... tout ça, on ne sait pas. Hein. Ensuite, il y a... Ou on l'oublie en tout cas. Il y a Fontenelle,
un grand philosophe français, qui fait un dialogue, il imagine un dialogue entre Socrate et Confucius. Il y a Malebranche, qui en 1707, il écrit un texte qui s'appelle « Entretien entre un philosophe chrétien et un philosophe chinois », et c'est un dialogue entre lui et Zhuxi. Ensuite, en 1735, il y a un autre philosophe, qui est le Chevalier d'Argent, qui va écrire des sortes de lettres comme des lettres persanes sur la Chine, où il parle de la philosophie chinoise, de l'importance des philosophes chinois. Donc, ce que je veux dire, c'est que 17e, 18e, tout le monde en France, pas de problème, la philosophie chinoise existe. 2 siècles plus tard, le philosophe le plus connu, le plus important en France, il dit il n'y a pas de philosophie, la Chine c'est le pré-philosophique. Il y a quand même ici quelque chose qui demande d'être expliqué. Hein. Je veux dire, pourquoi est-ce que 250 ans après, on est en arrière, finalement, hein, par rapport à la reconnaissance de la production philosophique de l'autre. Donc ça, c'est des questions qui traversent un peu le livre, et l'idée, c'est que sans doute, l'idée que je propose un tout petit peu, c'est que c'est sans doute du fait de l'influence de Hegel et de son histoire de la philosophie, de sa philosophie d'histoire, sur toute la philosophie et l'institution académique française. Puisqu'on sait que la personne qui a institué l'académie en France, c'est Victor Cousin, et Victor Cousin, c'était un élève de Hegel. Donc l'idée que la Chine, l'Orient, c'est en dehors, en fait, presque avant le philosophique, et que ça commence à la Grèce jusqu'à l'Allemagne, c'est quand même une idée qui perdure. Et même chez des philosophes qui, comme Hegel, sont anti-hegeliens, même Deleuze qui est contre Hegel, qui est un philosophe qui toujours dit qu'il faut comprendre la différence, il faut comprendre l'altérité, qu'il faut comprendre le devenir, la transformation, quand il fait son livre sur qu'est-ce que la philosophie, la Chine n'est même pas évoquée, il évoque juste le I Ching. Mais est-ce que c'est un livre de philosophie? C'est un peu bizarre. Comme je dis là, c'est comme si on veut parler de la philosophie européenne, c'est comme si un Chinois parlait de la philosophie européenne, et il disait, il n'y a pas de philosophie européenne, regardez Homère. Regardez l'Hésiode, il n'y a pas de philosophie européenne. Donc c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui est quand même, par ailleurs, un immense philosophe. Donc là, il y a quand même une vraie interrogation. Et donc ça, c'est quelque chose qui demande à être encore développé, mais si j'en parle un peu ici, de ce problème-là. Et donc, ça c'est un peu ce que tu fais dans la première partie du livre. Mais dans la deuxième partie, après avoir analysé ces discours philosophiques-là, tu proposes une série de cas d'études qui vont de l'opposition entre médecine chinoise et médecine occidentale. Non? Tu questionnes l'idée que la médecine puisse être occidentale. Disons que ce qui définit la médecine, c'est son appartenance à une certaine essence culturelle. Tu analyses aussi la science-fiction chinoise, hein, 20e siècle, début du 20e siècle et plus contemporaine, et aussi des problèmes de géopolitique, des problèmes d'écopolitique, hein, dans le contexte de la crise environnementale. Et ce que ces analyses suggèrent, c'est que justement ces discours philosophiques, ils déterminent largement la perception, même la plus courante, celle qui est apparemment la plus intuitive de l'échange culturel et de sa pratique, dans les domaines les plus divers. Ces analyses suggèrent aussi que les discours philosophiques lui-même se laissent contaminer par des rapports de force idéologiques qui configurent l'échange culturel à chaque moment historique. Donc, la question que je pense que, pour présenter un peu cette deuxième partie de ton texte, tu peux nous expliquer quel est le rapport entre les discours philosophiques, disons culturalistes, hein, celui qui transforme la différence culturelle qui existe inévitablement dans une différence essentielle, presque naturelle. Donc, quel est le rapport entre ces discours philosophiques de type culturaliste et l'expérience, disons, divers domaines de l'expérience, de la littérature à la politique, à l'expérience la plus concrète de l'échange culturel. Okay. Les rapports entre ces deux niveaux.
Ok, merci pour la question. Oui, donc tu as fait raison. Donc c'est vrai que la chose dont j'ai parlé pour le moment, c'est plutôt la première partie, en fait, parce que la première partie du livre, enfin, c'est vraiment la première moitié, jusqu'à page 155, c'est vraiment surtout sur le regard, l'histoire du regard européen sur le monde chinois, avec ses différents moments. C'est pas purement chronologique, parce que des fois il y a des sauts, hein, pas une chronologie continue. Mais la deuxième partie, c'est un peu plus en fait le regard chinois sur l'Europe, avec des exemples à chaque fois spécifiques. Donc un des exemples, c'est par exemple la question de la médecine, et donc une forme de déconstruction du concept de SIA. Donc le SIA, c'est le médicament occidental. Et en fait, donc, et ça, cette partie, ce chapitre, c'est vraiment une interrogation qui remonte en fait assez loin. La première fois, quand j'étais arrivé à Pékin il y a une dizaine d'années. Et donc SIA. Et donc en fait, donc, ce qu'on appelle, bon, vous savez ce que c'est que le SIA, hein? Donc c'est les pilules, les ferragans, le doliprane, le composé pharmaceutique. Et donc là, l'interrogation pour moi de pourquoi est-ce qu'il y a ce si qui est accolé à ce ya. Okay, donc pourquoi est-ce qu'on dénomme ça, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme géographico-culturel pour désigner quelque chose qui, alors on peut le comprendre pourquoi, hein, mais justement il y a cette interrogation. Alors bien sûr, on peut dire que bien sûr le SIA, c'est parce que donc c'est le type de médicament qui est importé, qui correspond à l'industrie pharmaceutique européenne, donc euro-américaine, mais en accolant le terme si géographico-culturel de l'Occident à ce type de médicament, on crée en fait, derrière cette idée, il y a en fait une vraie position occidentaliste. C'est-à-dire qu'on va assimiler le si-fang de si, on va assimiler ça à quelque chose qui est une production extrêmement récente de la médecine. Donc en fait, ce qu'on appelle le SIA, c'est un type de médicament, mais ce type de médicament n'a commencé à exister en Europe qu'à partir, on va dire, du 19e siècle, enfin, et encore fin du 19e siècle. Ça demande l'invention de la chimie, ça demande l'invention de la chimie organique, ça demande la composition chimique des éléments. Alors là, ce chapitre, c'est un tout petit peu en lié avec des choses que j'avais fait il y a plus longtemps dans ma thèse. J'ai fait une thèse de philosophie des sciences. Donc ça demande ensuite tout un appareil industriel, la production de ces médicaments. Donc entre guillemets, quand on utilise le terme de si avec ce médicament, on fait une identification naturelle, spontanée, sans le vouloir, ne serait-ce même qu'au niveau du vocabulaire, entre l'Occident et en fait le 19e, 20e siècle. C'est-à-dire qu'ensuite on va dire, c'est quoi l'Occident? C'est ça. Hein, c'est cette manière c'est ce rapport scientifique, objectif, capitaliste à la nature et au corps. Par le terme SIA, désolé, on a déjà tout un discours. Hein, et ce discours-là, en fait, qu'est-ce qu'il cache? Il cache le fait que la médecine européenne n'a pas toujours été le SIA. Hein, et que la médecine européenne, avant le SIA, c'est une histoire qui a aussi déjà 2000 ans. Hein, et donc, quand on assimile une forme de médicament à une ère culturelle, en fait, on oublie tout ce qu'il y a derrière cette ère culturelle. Et en fait, ce chapitre-là, en fait, il est lié à la question de quoi? Vous comprenez l'idée? C'est en fait, ici, qu'est-ce qu'on touche? On touche le problème de l'identification entre modernisation et occidentalisation. Hein, ici, c'est quoi la notion de modernité du point de vue chinois? Hein, comment est-ce que ça s'est fait à un moment donné du point de vue de la Chine, cette adéquation problématique entre occidentalisation et modernité? Et ici, c'est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de
déconstruire cette identification entre modernité et occidentalité, je dirais pour deux raisons. D'une part, c'est parce qu'on ne voit pas, on cache par là tout ce qui est... Parce que du coup, c'est donc modernité occidentale et tradition chinoise. Donc, d'un côté, on a le SIA, qui est le médecin, qui est en fait le médicament contemporain, et dont on fait le représentant d'une pensée occidentale. Et de l'autre côté, on a la médecine chinoise qui, elle, est liée à cette tradition qui remonte à on va dire à combien 5000 ans, à Shandong, la tradition mythique, la mythologie. Donc ici, vous avez ce discours à travers simplement ce mot, modernité Occident et tradition en Chine. Et évidemment, qu'est-ce qu'on rate ici? On rate l'idée, donc il y a une tradition propre à l'Occident, et il y a une modernité propre à la Chine, c'est-à-dire qui est propre au monde chinois. Donc en fait, cette adéquation entre modernité et occidentalisation, elle est très problématique, parce que du coup, on va avoir un rapport à l'Occident qui va être à la fois lié au rapport négatif qu'on peut avoir à la modernité, ou au contraire, un rapport négatif à la modernité lié au rapport qu'on va avoir à l'Occident. C'est-à-dire que le problème, ça va être très vite, c'est-à-dire comment est-ce que nous, donc ici nous, du point de vue du monde chinois, nous on peut se moderniser sans devenir comme eux. Ça va être ça, la grande question, on va dire, qui va structurer le regard chinois par rapport à l'Europe. Comment est-ce qu'on peut devenir moderne sans perdre notre sinicité, tout en restant chinois. Et évidemment, tout en restant chinois, en fait, ici vous comprenez en fait la dialectique, c'est-à-dire que quand on se pose la question comment est-ce que je peux devenir moderne sans devenir européen, comment est-ce que je peux devenir moderne tout en restant chinois, ici on a déjà créé une opposition qui est fausse en fait. Et du coup, on va inventer une idée d'être chinois qui va nous permettre on va se dire donc ok, donc moi je veux être européen. Moi, je ne veux pas être comme eux, et donc à partir de là, on va se dire, eux, c'est quoi, nous, c'est quoi. Et là, on va commencer, en fait, à créer ce qu'on estime être l'Europe, ce qu'on estime être la Chine, à travers ce problème de la modernité. Et en plus, donc, concrètement, enfin, du point de vue chinois à l'époque, la modernité, ça signifie quoi? La modernité occidentale, ça signifie quoi? Ça signifie science et démocratie, Mr. Science et Mr. Democracy, Monsieur Sens et Monsieur... Et donc ensuite, le problème, évidemment, vous comprenez, c'est Monsieur Sens, Science et Démocratie, qu'est-ce qu'on peut garder? Et donc apparemment, du point de vue de la Chine actuelle, on a gardé un des deux termes qu'on estimait pouvoir. C'est-à-dire qu'on a estimé, au départ, l'idée c'est que Occident moderne, c'est l'apport de la science et de la démocratie. Puis finalement, on a estimé qu'il n'y avait que démocratie qui était vraiment occidentale. Mais science, ça va, c'est pas trop occidental, donc je peux être scientifique moi-même, je ne vais pas ne pas devenir chinois. Je ne vais pas ne plus devenir européen. Par contre, si je commence, là je parle de la Chine, donc par contre, si je deviens démocratique, peut-être que là, si je me démocratise, peut-être que là, je vais perdre quelque chose de mon essence chinoise. Donc ici, ce rapport de la modernité entre science et démocratie, qu'est-ce que je prends de l'Europe? Est-ce que par là, je perds quelque chose de ma culture? Est-ce qu'il faut prendre l'aspect scientifique? Est-ce qu'il faut prendre l'aspect démocratique? Est-ce qu'il faut prendre les deux? Est-ce qu'il faut prendre aucun des deux? C'est aussi les trois possibilités. Et donc on voit que chaque ère, chaque secteur, on va dire, du monde chinois a pris des positions différentes, notamment dans le rapport à la démocratie. Et donc, vous voyez, par exemple, tout le discours sur la démocratie est une chose européenne. Tout ça, c'est un discours qui, évidemment, empêche celle-ci d'être adoptée par le monde pleinement, par exemple, par cette partie du monde chinois qui est la Chine. Et donc, vous voyez, et tout ça, c'est ces discours qui se sont mis en place dans la confrontation avec l'Occident, à partir, évidemment, des guerres de l'opium. Donc ça, c'est pour la question sur le médicament, c'est lié à la question de la modernité. Ensuite, il y a la question aussi, comme tu disais, de la science-fiction, de la littérature de science-fiction, qui est aussi, en fait, une interrogation sur la modernité, et aussi une interrogation, évidemment, sur la notion de futur, sur la notion du rêve chinois, le Chinese Dream. Et donc, ici, dans ce chapitre, j'essaye, en fait, de montrer comment cette question-là du Chinese Dream, donc qui est le concept de Xi Jinping par rapport à la Chine, comment est-ce qu'en fait il est lié
aussi à toute une tradition qui en fait s'origine aussi dans la science-fiction chinoise de la fin des Qing et donc du début de la République. Et comment à ce moment-là, il y a tout ce discours sur le futur de la Chine, qu'est-ce que sera la Chine dans 100 ans ou dans 50 ans, et avec une modalité de discours qui est quand même assez conflictuelle, hein, puisque la plupart des récits de science-fiction chinois de la fin des Qing et du début de la République, c'est dans 50 ans, les Chinois envahiront l'Europe et le problème sera réglé. Hein, c'est ça l'idée du point de vue du futur. Donc ici, vers la fin du livre, on aborde la dimension un peu plus géopolitique de la question. Et sur cet aspect géopolitique, ensuite il y a 2 chapitres. Enfin, il y a un chapitre sur le Tianxia, qui aujourd'hui, le concept est assez essentiel dans la géopolitique chinoise. Bon, je ne vais pas développer. Et ensuite la question sur laquelle j'ai travaillé aussi avec Benaïg Afrique, qui est la question ce qu'on appelle le Chinese Ecological Civilization, le Shangtai Wenming. Donc ça, c'est comment est-ce que la Chine, donc contemporaine, a développé un discours sur l'environnement, donc qui est le Shangtai Wenming, la civilisation écologique, et comment, du point de vue chinois, la Chine incarne une nouvelle ère de la civilisation, après la civilisation industrielle occidentale, la civilisation écologique chinoise, qui est la dernière étape du développement de l'humanité. Hein, et donc ça, j'analyse j'essaie d'analyser ces discours aussi du point de vue de l'environnementalisme, les discours sur le rapport à l'environnement, puisque là aussi, il y a aussi une forme d'idéalisation, hein, puisqu'on a aussi cette image presque du bon sauvage, de la pensée chinoise plus proche de la nature. Okay. Et donc tout ça, c'est des choses que j'essaie de déconstruire dans ces chapitres. Donc, en expliquant ces cas d'études, tu critiques, tu développes cette logique du culturalisme, de l'essentialisme culturel, qui pourtant est une logique très puissante. Donc elle est puissante au point de dominer notre rapport le plus intuitif à la différence culturelle, à l'altérité. Mais ce que tu montres dans le livre, c'est justement que ces catégories culturalistes, cette manière de voir les choses en essentialisant la différence, ou aussi en essentialisant pas seulement l'autre, mais aussi les mêmes, et ce sont des catégories qui sont toujours disponibles, dont on peut se servir très facilement en fait, pour comprendre la réalité qui nous entoure. Et dans la mesure où notre compréhension de la réalité est articulée par ce type de catégories, alors notre expérience les confirme sans cesse. Ce qui est le grand piège, c'est ça. Là, donc on a une certaine idée des Chinois, on va étudier les Chinois, et comme on a déjà construit les cadres à partir duquel on va les comprendre, alors on va voir confirmer nos préjugés, justement. Cela veut dire aussi, et là je pense que c'est quelque chose que tu viens d'indiquer à plusieurs reprises, c'est qu'il n'y a rien de spontané dans notre façon de conceptualiser l'autre et les mêmes. Et lorsqu'on procède à utiliser des catégories culturalistes pour comprendre la réalité, cela n'est qu'une des modalités possibles pour faire face ou pour comprendre l'échange et la transformation culturelle. C'est une possibilité. Elle est très commune, très répandue, mais ce n'est qu'une possibilité. Le problème, c'est que le culturalisme, souvent, on peut aussi le comprendre comme une forme de déni ou une forme de résistance au fait que dans l'échange culturel, les déplacements des catégories et des valeurs sont inévitables. Du coup, si on s'en tient à des concepts réducteurs et simplificateurs qui éliminent la complexité de l'altérité ou la complexité chez soi-même, et si on les élimine à la faveur de quelques traits essentiels et imaginaires, alors ça c'est aussi peut-être une manière de se protéger contre les changements ou contre la peur que les changements produisent. Et là, il y a un exemple très classique, là tu viens d'y faire référence, mais c'est un exemple qu'on a peut-être souvent rencontré, nous qui sommes entre plusieurs cultures,
et notamment si vous avez des amis chinois, vous avez eu l'occasion de discuter autour du problème de la démocratie, justement, qui est un concept, un sujet très relevant et qu'on peut analyser de ce point de vue. Donc souvent on retrouve ce discours typique dans les structures, et la démocratie est une invention occidentale, la Chine n'a jamais eu la démocratie, ce n'est pas un concept autochtone, et donc elle ne peut pas l'avoir. Hein, c'est un peu la base de l'argument. Et donc dans ce type de situation, même si on sait que cette façon de poser la question, ce type de discours est problématique, ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout facile d'y répondre de façon rationnelle et structurée. Hein, parce que, et encore moins d'une manière, disons, convaincante pour l'interlocuteur. Hein, parce que souvent, il y a beaucoup de plans des discours qui s'y confondent. Enfin, il y a la question de l'être et le devoir être dont tu parles. Il y a aussi beaucoup d'aspects même identitaires, émotionnels qui s'y mélangent. Mais aussi, il y a un autre facteur, c'est que c'est très facile de faire la critique de ce type de discours. Hein. La Chine n'a pas la démocratie, elle ne peut pas l'avoir. C'est facile de faire cette critique depuis la supériorité, la prétendue supériorité morale d'un universalisme mainstream, hein, justement, ce qui est courant. Et de ce point de vue, justement, le relativisme spontané de l'interlocuteur, c'est aussi une façon de chercher à établir un équilibre dans ces situations où il se sent justement attaqué aux violences. Et donc là, c'est une dimension de la difficulté. Donc de ce point de vue, je pense que pour des gens comme nous qui parlons plus de langues, qui habitons dans des contextes, dans les croisements des cultures différentes, je pense que nous avons besoin de l'entraînement. Parce que justement la réponse à ce type de discours n'est pas évidente, n'est pas donnée. Donc on doit être capable de structurer, de systématiser conceptuellement notre rapport